Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, Watergate au Panama, mandat d'arrêt contre l'ex-président et homme d'affaires Riccardo Martinelli. Il est soupçonné d'espionnage sur ses adversaires politiques. À suivre aussi, le Canada qui double ses objectifs d'accueil des réfugiés syriens. 50 000 personnes sont attendues au lieu des 25 000 prévus initialement d'ici fin 2016. Et puis la peur d'une panne géante de courant aux États-Unis. Il y en a déjà eu, mais cette fois, ce pourrait être l'œuvre de hackers. Le système électrique est vulnérable, comme le montre une enquête de l'agence AP. Des incursions ont déjà eu lieu ces derniers temps. Un ex-chef d'État rattrapé par la justice, c'est devenu presque ordinaire en Amérique latine. Ce qui l'est moins, ce sont les raisons de ces poursuites. Un vaste réseau d'espionnage politique mis au jour au Panama, où 150 personnalités, des élus, des syndicalistes, des avocats ont été mis sous surveillance à leur insu avec les moyens de l'État. C'est ce que soupçonnent les juges pour qui le commanditaire n'est autre que Riccardo Martinelli, l'ancien président désormais visé par un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt délivré contre l'ancien président du Panama. Riccardo Martinelli, en fuite depuis 1 an, est accusé d'espionnage lorsqu'il était à la tête du pays entre 2009 et 2014. L'ancien dirigeant ne s'est pas présenté à son procès, mais n'est pas resté silencieux pour autant. C'est par un tweet que l'intéressé s'est exprimé, dénonçant un procès politique et une campagne de vengeance inspirée par le président actuel Juan Carlos Varela et ses anciens opposants politiques. Pour son avocat, cette sentence est irrégulière, faute d'inculpation. Écoutez, dans ce pays, on peut être incarcéré sans même avoir été formellement accusé. Riccardo Martinelli est accusé d'avoir intercepté les communications de près de 150 personnes, des hommes d'affaires, des journalistes, des syndicalistes et des membres de l'opposition. Libéral et multimillionnaire, celui qui a été à la tête du pays au début des années 2010 est un homme d'affaires qui a fait fortune en dirigeant un réseau de supermarchés. L'actuel président Varela et l'opposition l'ont toujours accusé d'instaurer durant son mandat une dictature civile à l'encontre de ses adversaires politiques. Et plusieurs de ses anciens ministres sont déjà incarcérés pour leur implication présumée dans des affaires de détournement de fonds et de corruption. Pour le procureur, cette décision marque un tournant, une étape importante pour mettre fin à l'impunité. Je crois que c'est une bonne chose que dans ce pays, des anciens présidents, des ministres, des parlementaires, tout individu qui bafoue la dignité du peuple du Panama soit présenté à la justice pour rendre compte de leurs actes. Nous avons subi assez d'impunité dans ce pays depuis des décennies. Il faut que cela cesse et cette décision est un bon début. Martinelli n'en est pas à ses premiers ennuis judiciaires. Il fait l'objet d'une autre enquête de la même Cour suprême. La plus haute instance judiciaire du pays le soupçonne d'être impliqué dans une affaire de surfacturation. Un contrat d'achat de 45 millions de dollars dans le cadre d'un plan de lutte contre la pauvreté. Plus au nord, au Canada, on est en plein changement depuis l'alternance. C'est le retour des libéraux sous la houlette de Justin Trudeau. Après l'accord sur le climat auquel Ottawa a pris pour une fois toute sa part, il y a l'arrivée des réfugiés en provenance de Syrie. Jusque-là, ils n'étaient pas vraiment les bienvenus, mais le nouveau pouvoir opère un changement de cap à 180 degrés en ouvrant grand ses portes. Ce sera non pas 25 000, mais le double, 50 000 réfugiés syriens qui sont maintenant attendus d'ici fin 2016. Comment sont-ils accueillis sur place? Reportage à Montréal de Frédéric Guiraud. Depuis son arrivée à Montréal il y a près de 2 semaines, la famille Keork tente de reprendre une vie normale. Après avoir fui Alep en pleine guerre civile à l'été 2013 et vivoté à Beyrouth pendant 2 ans et demi, le calvaire s'achève enfin au Canada. Ici, les gens sont très respectueux. Quand nous sommes allés dans les agences gouvernementales, nous avons été très bien accueillis et nos affaires ont été réglées très rapidement. En pleine campagne électorale, le nouveau Premier ministre a en effet promis d'accueillir 25 000 réfugiés syriens d'ici la fin de l'année. Un changement de politique qui a divisé la population, notamment à cause des enjeux de sécurité. Dans les milieux associatifs, c'est le calendrier de mise en œuvre très serré qui a fait grincer des dents, et à raison. Le gouvernement a finalement repoussé la date butoir à la fin février. Ils ont décidé d'accélérer sans nous consulter et sans nous donner de ressources, sans nous dire, écoutez, nous sommes derrière vous, faites le travail et nous allons vous soutenir. Et ce que je sens actuellement sur le terrain, je dois vous dire, c'est un peu une sorte de désorganisation qui essaye de s'organiser, si je peux le dire. Parmi les défis à relever, il y a la question du travail. Pour encourager les employeurs potentiels au Québec, le gouvernement provincial leur offre une subvention annuelle pouvant aller jusqu'à 10 000 € par réfugié.
Nous avons déjà commencé à avoir des liens avec des entreprises qui sont prêtes à ouvrir leurs portes pour des personnes qui ont des compétences. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas le français qu'ils n'ont pas de compétences. À peine arrivé, Keyork a ainsi pu trouver du travail dans cette chaîne de supermarchés libanais. Un emploi certes éloigné de son métier de designer industriel, mais même au salaire minimum, c'est un revenu indispensable en attendant les cours de francisation qu'il suivra pendant 10 mois à partir de janvier. L'apprentissage de la langue, l'anglais ou le français selon les provinces, c'est l'autre enjeu de l'intégration de ces nouveaux résidents canadiens. D'autant que sur les 7 à 9 000 réfugiés que le Québec doit accueillir d'ici février, plus de 2500 seraient des enfants. Plus d'un tiers de ces enfants souffriraient de troubles et de traumatismes liés à la guerre et à leur exil forcé. Ici, chaque semaine, une psychologue bénévole rencontre individuellement les enfants qui en ont besoin. Mais on s'inquiète d'une politique qui voudrait aller trop vite sans tenir suffisamment compte de ces difficultés. La francisation se passe relativement bien, mais aller identifier les besoins spécifiques des enfants au niveau psychologique, ça demande une approche qui est un peu différente et une vision qui est un peu différente. Alors, je pense que cet élément-là a été mis peut-être un peu de côté, de par le manque d'expérience qu'on a de recevoir peut-être des enfants issus de la guerre. Des enjeux auxquels le pays devra rapidement faire face. Pour respecter ses engagements, 600 réfugiés syriens doivent arriver quotidiennement au Canada d'ici la fin de l'année. Et le débat fait rage aux États-Unis autour de l'accueil des réfugiés, justement, 3 semaines après la tuerie de San Bernardino. Et si le prochain attentat sur le sol américain avait lieu non pas dans les rues, mais sur le réseau électrique? Des millions de foyers plongés dans le noir et pour certains dans le froid en plein hiver. C'est la crainte des autorités, alors qu'une enquête d'Associated Press révèle que des hackers étrangers se seraient introduits à de multiples reprises ces derniers temps dans le réseau électrique américain. Les explications de Cécile Galuccio. 700 000 km de lignes à haute tension et plus de 3 millions de circuits raccords, le réseau électrique américain est alimenté par 7000 centrales et sert 150 millions de foyers. À première vue, il est hyper protégé. Des patrouilles surveillent ces câbles nuit et jour et tous les sites sont entourés de grillages. Mais la menace pourrait venir de l'intérieur du système. Le gouvernement craint un cyber 11 septembre. Tout est réel. Il y a beaucoup de variables à prendre en compte. Et cela peut arriver de multiples façons. Nous prenons cela très au sérieux et nous tentons de nous protéger avec la moindre information que nous avons et avec toute la technologie dont nous disposons. Selon une enquête de l'agence de presse AP, en 10 ans, le réseau électrique américain a été piraté une douzaine de fois. L'Iran et l'organisation de l'État islamique semblent être des pistes privilégiées, mais les sociétés de sécurité informatique restent prudentes. L'une d'elles, North, emploie des dizaines de white hats, des hackers aux bonnes intentions. Ils ont notamment pour mission de détecter les black hats, ceux mal intentionnés. Nous sommes encore dans cette société où tout le monde croit qu'il est automatiquement en sécurité, mais il n'en est rien. Rien de ce que nous avons construit au cours des 30 dernières années n'est réellement sécurisé par défaut. Des terroristes qui s'emparent des outils informatiques américains, cette possibilité ne relève plus du fantasme. Le groupe énergétique Calpine en aurait fait les frais en 2013. Les hackers auraient notamment volé les mots de passe des employés, permettant de se connecter à distance. À grande échelle, s'ils parvenaient à contrôler tout le réseau électrique américain, le pays pourrait être plongé dans le noir pendant plusieurs jours. Dans le cas d'une cyberattaque de grande ampleur, il est impossible de demander aux opérateurs de dire à la population « Désolé, ça va nous prendre 8 mois pour réparer le système ». Pour autant, les officiels américains se veulent rassurants. Il faudrait des capacités techniques importantes pour comprendre le fonctionnement de l'infrastructure acheminant l'énergie, et encore plus pour la saboter, surtout que l'ensemble est désormais surveillé par le FBI, la CIA et la NSA. Une planche à roulettes électrique, vous en avez peut-être vu dans vos rues, jusque-là à l'état de prototype. C'est aux États-Unis que cet objet est maintenant commercialisé en masse à l'occasion des fêtes de Noël. Succès garanti sous le sapin, mais attention, le cadeau peut virer au cauchemar. On rapporte des cas d'explosion dus au manque de stabilité ou à la mauvaise qualité des batteries. Sujet signé Ludovic de Foucault. Parcourir les rues sans effort, sans céder de ses mains. Pourquoi marcher quand on peut rouler? Pour leurs propriétaires, ces engins électriques représentent l'avenir, et l'avenir se vend bien, très bien.
C'est vraiment léger, vous pouvez le porter et aller où vous voulez, dans le métro, au travail et à l'école. C'est assez facile d'être vendeur pour ce genre de produit parce que tout le monde se jette dessus, donc je n'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est de m'assurer qu'ils sont capables d'utiliser ces machines. Ce magasin ne désemplit pas, tout le monde veut son hoverboard, malgré les faits divers qui ternissent la réputation de ces engins roulants. Car certains d'entre eux ont une fâcheuse tendance à exploser. Timothy se souviendra toute sa vie de la première fois qu'il a essayé son nouveau hoverboard. Je n'avais même pas fait 25-30 mètres que ça a explosé. Ça a juste fait boum. J'étais genre, maman, mon overboard a explosé. Et même pas 30 secondes après ça, boum, encore. Alors elle m'a dit, sors ton téléphone et filme. À Lafitte en Louisiane, c'est à l'intérieur de cette maison qu'un hoverboard a pris feu. C'est le hoverboard. Et c'est la chambre de mon fils. Quand je suis arrivée, c'était comme un feu d'artifice. En tout, une douzaine de cas de feu d'overboard aux États-Unis. Et des conséquences. Amazon a retiré certains modèles de son catalogue, les campus californiens et la ville de New York les ont interdits. Les 3 plus grandes compagnies aériennes du pays les refusent à bord de leurs avions. Le hoverboard n'est classé dans aucune catégorie réglementée, donc il n'y a pas de directive ou de normes pour ce genre de produits. Nous ne savons pas s'ils sont sûrs. Les batteries lithium-ion et leur système de charge seraient à l'origine des feux. La plupart des hoverboards sont fabriqués en Chine et livrés à des petites entreprises qui s'occupent ensuite de les mettre sur le marché sous leur propre marque. On peut en trouver en ligne pour moins de 270 €. Et puis on se quitte avec cette performance des ingénieurs de SpaceX. Cette société privée rivale de la NASA a réussi à faire revenir sur Terre le premier étage de sa dernière fusée, Falcon 9. C'est une grande première. Jusque-là, ces parties des lanceurs chargés d'envoyer sur orbite des satellites se désintégraient en quittant l'atmosphère. Mais cette fois, le premier étage est revenu se poser à la verticale, tout comme au décollage, une prouesse qui a permis de récupérer la moitié des coûts investis dans l'opération. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.